Il m'a toujours dit qu'il mourrait jeune. Nous avions l'habitude de nous disputer à ce sujet. Je réalise maintenant à quel point cela semble comique. Pas la partie sur la mort, évidemment. Juste le fait de se disputer à ce sujet. Qu'est-ce que tu entends par jeune, disais-je. Définis jeune. La dernière fois que nous avons eu cette conversation, Jimmy a essayé de paraître décontracté, comme si nous discutions de la météo. Oh, je ne sais pas, a-t-il dit. Peut-être 60 ans. 60 ans, m'écriai-je. Et le marchandage commença, alors qu'il tentait de me calmer en lançant ce qu'il supposait être un chiffre plus acceptable. D'accord, 65 ans, dit-il. 5 ans de plus, dis-je. Tu me donnes 50 plus. Nous avons du fromage blanc dans notre réfrigérateur plus vieux que ça. Plus je perds des pieds, plus il devenait conciliant. Comment suis-je censé le savoir, dit-il. Ce n'est pas comme si j'avais une boule de cristal. Eh bien, je veux dire, on dirait que tu en as une, dis-je. C'est toi qui as soulevé le sujet, après tout. Et avec cet avantage insaisissable, je continuais à marchander. Je pourrais peut-être accepter 75 ans, mais c'est mon dernier prix. Nous échangeons des âges hypothétiques, comme s'il s'agissait d'un exercice d'arbitrage, d'une petite dispute conjugale, comme de savoir si nous allions manger thaïlandais pour le dîner. Ces conversations ne manquaient jamais de me bouleverser. J'avais construit mon monde autour de lui, et il me lançait un avertissement désinvolte selon lequel il pourrait le démanteler bien plus tôt que prévu. Aussi futile que cela fût, nous continuions à négocier un chiffre avec lequel nous pourrions tous les deux vivre, ou un chiffre avec lequel je pourrais vivre, et avec lequel Jimmy pourrait mourir, je suppose. Et ce n'est pas comme s'il voulait mourir. De cela, j'en suis certaine. Nous avons enterré des années et des années de souvenirs, les uns sur les autres, comme des catacombes conjugales sacrées, superposées au fil du temps. Je déambule parmi ces vignettes chéries, chaque fois que j'ai besoin de me rassurer. L'un de ces souvenirs précieux remonte à l'époque où nous avons tous deux fêté nos 50 ans, et où nos amis ont organisé une fête mémorable chez nous. Plus tard dans la soirée, après avoir mis tout le monde dehors, nous étions ensemble devant l'évier à laver les verres à vin, échangeant des moments d'hilarité de la soirée et profitant de notre playlist commune. Quand l'une de mes chansons, A Groovy Kind of Love de Phil Collins, a commencé à passer, il a pris le torchon de ma main et m'a entraîné vers notre piste de danse improvisée entre l'îlot central et la table de la cuisine. Mais ce n'est pas le souvenir de cette danse dans la cuisine qui s'est gravé dans mon cerveau. C'est quand j'ai levé les yeux pour voir des larmes couler sur son visage. Il semblait que nous étions entrés dans notre dernière décennie ensemble, et il avait commencé à porter le deuil de nous. Quelques années plus tard, j'étais affalée sur le canapé un dimanche après-midi, faisant défiler sans réfléchir les réseaux sociaux, quand on a sonné à la porte. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas entendu. J'étais bien plus près de la porte d'entrée que notre plus jeune fils, Tommy. Mais malheureusement, c'est lui qui a entendu la sonnette en premier. Quand Tommy est entré dans le salon et a dit « Maman, il y a un policier à la porte qui tient le téléphone et le portefeuille de papa », tout ce dont je me souviens avoir pensé, c'est « Ça y est, exactement comme il l'avait dit, voici la fin de nous ». L'officier m'a dit que Jimmy avait été tué par un conducteur distrait. Il avait 54 ans. Il m'a fallu quelques semaines pour réaliser. Pourquoi n'avais-je pas accepté son offre généreuse de 65 ans quand j'en avais l'occasion? Je n'ai jamais été doué pour le marchandage. Bien des années plus tôt, nous étions des étudiants insouciants. Il était un étudiant en commerce intense et ambitieux, et je m'essayais aux sciences humaines. Mon professeur de philosophie avait donné à notre classe ce que je pensais naïvement être le devoir le plus difficile jamais attribué. Nous devions écrire une dissertation qui juxtaposait le concept de prédestination à celui du libre arbitre humain. J'ai passé des jours à construire mon argumentaire dans ma tête avant de prendre la plume. Une partie de mon processus d'écriture créative consistait à m'en plaindre auprès de lui. Comment puis-je juxtaposer deux concepts qui sont si diamétralement opposés? Il a ri et a dit « Contente-toi de baratiner. Tu t'en sortiras très bien. » Je suppose que c'est ce que j'ai fait. Mais à ce jour, je ne me souviens pas d'un seul mot de ce que j'ai écrit. Seulement que j'ai eu un « A ». Néanmoins, la rigueur mentale de ce devoir n'a jamais vraiment quitté ma conscience. Le moment pour moi d'écrire ce texte, c'était après sa mort, quand les vannes de la créativité se sont ouvertes, m'amenant à réfléchir au contrôle que nous avons réellement sur les résultats de la vie. Quand je me plonge dans ces pensées profondes, je me rappelle cette scène de La Belle au bois dormant où le roi est averti que la princesse mourra le jour de ses 16 ans après s'être piqué le doigt sur un rouet.
Dans un effort pour contrôler le destin de celle qu'il aime, il publie un décret, brûler tous les rouets. Mais, à la fin, elle parvient quand même à se piquer le doigt. La leçon que j'en tire est qu'il n'y a qu'une certaine limite à ce que l'on peut contrôler dans la vie, même quand on s'imagine être aux commandes de tout son royaume. Et j'essaye d'y puiser du réconfort. Quand j'ai rencontré Jimmy, nous avions tous les deux 18 ans. Il est arrivé avec de l'assurance, une veste en cuir et une moto, l'accessoire parfait pour notre étape de vie. Des années plus tard, après nos fiançailles, alors que nous planifions notre mariage et osions parler de futurs enfants, je savais que mon marié avait besoin d'un relooking. Une berline à 4 portes et une mallette s'inséreraient parfaitement dans la nouvelle ère que j'envisageais. Un peu plus. Family man. Un peu moins. La fureur de vivre. Par chance, sa moto a été volée alors qu'il travaillait dans un restaurant à Houston quelques mois avant le mariage. C'était la première fois que je le voyais pleurer. « Ils ont volé ma foutue bécane », dit-il. « Tu n'as pas besoin d'une moto, dis-je. Nous allons nous marier et avoir des enfants. Les motos sont trop dangereuses. Nous ne voulons pas que nos enfants grandissent autour d'elles. » J'ai cité une ou deux statistiques. Tout s'est mis en place quand il a acheté la vieille Plymouth Volare de sa grand-mère. Je n'oublierai jamais la première fois qu'il est entré dans l'allée de mes parents avec ce monstre. Il était toujours cool. Son assurance était intrinsèque à sa personne et ne dépendait pas de son mode de transport. Néanmoins, le sentiment que j'ai eu ce jour-là est celui que j'imagine éprouvé par les éleveurs. Lorsqu'ils dressent un étalon de prix, l'étalon reste peut-être une créature magistrale. Mais vous savez que vous avez entaillé une partie de son âme. C'est sans doute pour cela que je n'ai pas agi plus fermement 30 ans plus tard. Lorsqu'il s'est approché de moi avec un large sourire, m'a tendu son ordinateur portable et a dit « Regarde ce que j'ai trouvé sur Craigslist. » Il avait retrouvé sa moto volée. Ou une moto qui se trouvait être de la même année, de la même marque, du même modèle et de la même couleur, avec les mêmes liserés personnalisées. Je m'étais toujours promis que si je réussissais un jour, dit-il, je rachèterais ma moto. Bien sûr, j'ai tenté de l'en décourager, comme l'aurait fait toute bonne épouse. Mais je ne pouvais pas non plus nier à quel point il avait travaillé de manière désintéressée pour nous offrir, à moi et à nos enfants, une vie confortable, ne s'autorisant jamais de passe-temps ou de loisirs. Conformément à mon plan, il s'était métamorphosé en l'incarnation du père de famille. Je ne sentais pas que je pouvais dire grand-chose pour l'en dissuader. Après tout, le dernier de notre niché faisait ses valises pour l'université. Il a acheté la moto, promettant qu'il ne roulerait jamais sur l'autoroute sans casque ou la nuit. Fidèle à sa parole, il a été tué en plein jour sur une route de campagne derrière chez nous. Des inconnus qui l'ont vu mourir sur le bord de la route ont confirmé que son casque était solidement attaché. Le conducteur distrait qui lui a ôté la vie n'avait ni permis, ni assurance. Et apparemment aucun remords. Je me surprends à repenser à ce devoir de philosophie à l'université et à ces deux jeunes gens naïfs qui pensaient qu'un peu de baratin nous sortirait de n'importe quelle situation. Je sais mieux maintenant. En tant que veuve forte de son expérience vécue, je m'intéresse davantage aujourd'hui à la vérité que le professeur cherchait à atteindre Q, pas la note que je visais. Avons-nous un libre arbitre? Pouvons-nous faire des choix qui changeront l'avenir? Oui, bien sûr que nous le pouvons, et nous le faisons. Mais nous sommes aussi propulsés vers l'avant sur un chemin inaltérable, sur lequel nous n'avons que peu de mots à dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une vulnérabilité à aimer une autre personne de tout son cœur et de toute son âme, à construire sa vie autour de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent bien plus que ce que nous avions négocié.